les podcasts Web Girondins. L'invité. Bonjour Alexandre Torres. Tout d'abord, merci d'avoir répondu favorablement à cette demande d'interview pour apporter votre œil expert sur ce métier d'entraîneur et sur les Girondins de Bordeaux. Bienvenue à vous. Merci pour votre invitation. Je vais vous présenter. Vous allez me dire si ma présentation est correcte par la suite. Donc, vous êtes natif de Bordeaux. Vous êtes entraîneur de football professionnel et diplômé. Vous avez une formation universitaire. Vous avez été dans votre parcours scout à la JA. Et vous n'êtes pas un ancien joueur pro. C'est à noter, puisque c'est assez rare dans ce milieu en ce qui concerne les entraîneurs professionnels. De plus, vous avez été coach à l'Èche Cap Ferré, au Stade Bordelais et à Borgo en Corse, dans le championnat de national. Et dernièrement, vous étiez au Pau FC, où vous avez entraîné l'équipe réserve. Est-ce que ma présentation est complète? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Pour moi, c'est une fierté un petit peu de passer les étapes une par une. Soit à l'Èche, où j'ai été des niveaux régionaux et de la N3, au Stade Bordelais de la N3 et de la N2, à Borgo du national, et puis à Pau, comme vous l'avez dit, où j'avais une double casquette d'adjoint sur la Ligue 2 et de responsabilité de la N3, donc de la post-formation et de développement du j'espère, futur centre de formation. D'accord, c'est vrai que c'est une expérience différente par rapport aux précédentes au Pau FC. Oui, c'est une expérience différente, c'est une expérience de structuration, même si dans les clubs précédents, ou mis à part Borgo, mais que ce soit à l'Èche ou au Stade Bordelais, je participais grandement à la planification générale ou à la coordination des équipes de jeunes. Très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai vu que vous aviez quitté le Pau FC en fin d'année 2023. Quelle est votre actualité aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Mon actualité, c'est je consulte comme responsable technique pour la société Footbar, qui a la vocation de révolutionner un petit peu la data dans le foot. C'est un capteur connecté d'optimisation de la performance. Donc, je fais du consulting pour eux. Puis, en parallèle, je suis à la recherche d'un projet dans un club pro en France ou à l'étranger, dans lequel je pourrais, ou un club pro qui aspire à l'être, dans laquelle je pourrais œuvrer sur la base de ma méthode de travail. Oui, Footbar qui a été l'un des cofondateurs, je crois, et Stéphane Martin, l'ancien président des Girondins de Bordeaux. Oui, exactement. Stéphane Martin, Jacques Darigo, et qui se développe fortement avec aussi l'arrivée de nouveaux investisseurs comme Raphaël Varane, et qui a vraiment le vent en poupe et qui se développe fortement vers le public licencié, mais aussi vers le public non licencié. C'est très intéressant. Première question sur le football. Alexandre, c'est quoi pour vous bien jouer au football? Comment vous pourriez décrire cela? Puisque j'ai le sentiment que d'un coach à l'autre, la définition ou les attentes ne sont pas les mêmes. C'est ce qui fait aussi la beauté du jeu. C'est le jeu qui est le plus libre, c'est le jeu qui est le plus incertain. Donc on a tous les 60 millions de sélectionneurs, les 70 millions d'entraîneurs. Pour moi, bien jouer, c'est faire ce que le jeu demande. Et une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui est à la fois qui est capable d'imposer son jeu à l'adversaire, mais qui est aussi capable de s'adapter à ce qui se passe. Et ce qui se passe, ça veut dire que de temps en temps, il faut être capable de faire 1000 passes pour marquer un but, mais de temps en temps, s'il faut juste faire un contre-pressing ou juste jouer un ballon long et profiter de l'espace que peut laisser l'adversaire, il faut le faire aussi. Donc, il faut être capable de tout sur le plan offensif, il faut être capable de tout sur le plan défensif, capable de par moment dans un match, être capable de presser très haut parce que le jeu demande, et puis par d'autres moments, être capable de jouer très bas parce qu'on peut pas faire autrement. Et en tout cas, à mon avis, les équipes qui sont performantes et qui jouent bien sont des équipes qui maîtrisent tout, et c'est des équipes dans lesquelles les joueurs sont, j'ai envie de dire, formés ou capables c'est-à-dire de s'organiser tout seul, mais capables de reconnaître dans le jeu les éléments qui sont des opportunités et qui peuvent leur permettre de marquer un but et de remporter des victoires. Justement, depuis que vous avez commencé cette profession d'entraîneur, est-ce que vous êtes donc passé par l'Èche Cap Ferré, Stade Bordelais, Borgo, est-ce qu'entre ces différentes expériences, vous avez évolué dans votre approche du jeu, puisque vous avez pris aussi de l'expérience, est-ce que vous avez évolué et comment ça s'est traduit?
Ben, tous les clubs que vous citez, on peut citer Pau aussi, c'est des clubs dans lesquels il faut être en perpétuelle adaptation, en perpétuelle, j'ai envie de dire, recherche de solutions, parce qu'on n'a pas forcément c'est des petits clubs comparés, enfin sur les moyens comparés aux divisions dans lesquelles ils évoluent. Donc c'est des clubs qui nécessitent une grosse polyvalence, et ça fait partie, je pense, des éléments sur lesquels moi j'ai le plus évolué, la polyvalence, et sur lesquels j'apporte, moi je pense, ma valeur ajoutée d'entraîneur, c'est-à-dire la créativité. Et je pense que cette créativité, elle s'est développée aussi, pas par mon parcours hors foot, mais aussi par rapport aux expériences que j'ai vécues de Lège à Pau, en passant par Bastia et le Stade Bordelais, où on était sans arrêt en éveil pour trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontrait. Et je pense que c'est mon parcours qui a fait que je suis créatif, polyvalent, et c'est les éléments sur lesquels j'ai le plus évolué. D'accord. Et quand vous dites créativité, parce que j'ai écouté un podcast que vous aviez fait avec 442 Mon Amour, c'est le titre du podcast que vous avez fait il y a 1 an, et vous aviez déjà parlé de créativité dans le cadre de la profession d'entraîneur. C'est quoi être créatif pour un entraîneur? Ça se traduit comment, cette créativité? Elle se traduit au quotidien, elle se traduit à l'entraînement par la conception et l'animation des séances qu'on peut faire. C'est-à-dire que pour moi, les joueurs ont sans arrêt besoin d'être mis en éveil, mais surtout être mis dans des situations qu'ils vont rencontrer en match. Et c'est au coach et au staff d'être capable de concevoir et d'animer des séances variées qui les mettent face à leur responsabilité de jeu. Donc il y a de la créativité par rapport à ça, puisque les problèmes sont toujours différents et sont toujours variés. Donc on doit sans arrêt, on peut pas avoir de recette miracle et appliquer un exercice. Ça se voit aussi dans la créativité, elle se voit aussi quand une fois qu'on a mis en place une situation à l'entraînement, enfin un procédé de travail à l'entraînement, et qu'on est en train de l'animer, entre ce qu'on a prévu et ce qui se passe réellement sur le terrain, on voit que c'est jamais ce qu'on a prévu, ou ça peut varier. Et du coup, toutes les consignes les consignes d'amélioration, les consignes pour rendre le jeu plus difficile ou le faciliter, c'est souvent à l'instinct qu'on le fait, et c'est souvent et qui correspondent pas à ce qu'on avait prévu sur le papier. Donc la créativité, elle se marque ici, et puis après on passe au match. En match, on a beau avoir tout prévu, quand le coup de sifflet retentit, on ne sait pas ce qui va se passer. Et la créativité, elle s'exprime dans une part d'instinct et dans une part de réponse aux problèmes qui se passent sur le terrain, et dans l'immédiateté, être capable de trouver des solutions. J'avais discuté avec Eli Bop en fin d'année dernière sur l'importance du coaching en cours de match, et il m'avait dit, si je me souviens bien, il m'avait dit aujourd'hui, ce qui est le plus important, ce sont les décisions en cours de match. La préparation, l'avant-match, tout ce qu'on fait la semaine avant la rencontre, il faut le faire, c'est important, mais ce qui a le plus d'importance aujourd'hui, c'est pendant le match. Est-ce que vous partagez ça aujourd'hui, cette vision? C'est très important d'être capable de s'adapter pendant le match, surtout que les équipes sont de mieux en mieux préparées. Les joueurs sont capables eux-mêmes de trouver de plus en plus de solutions, surtout quand le niveau monte. Je pense qu'en ce sens-là, quand je vois des matchs de Ligue 1 et quand je vois des niveaux en dessous, on sent qu'il y a une grosse différence. Mais oui, forcément, je suis complètement d'accord avec ce que dit Eli Bop. Après, on est aussi de plus en plus, je vais pas dire soumis, mais on est de plus en plus orienté data, et des réunions scénarios, des briefs de scénarios sur comment le match va se dérouler, comment l'adversaire s'adapte quand on change de système, à quelle minute il change de plan de jeu, qui est-ce qu'ils font rentrer, ou qu'est-ce qu'ils font quand ils sont menés, quand ils mènent, quand il y a match nul, quand ils prennent un carton rouge, tout ça, c'est des éléments qui doivent être pris en compte, et la data est importante dans ce sens-là, pour nous permettre après d'optimiser les décisions qui vont être prises, et nous aider à faire les bons choix. Oui, c'est ça le métier d'entraîneur. Il faut être capable de décider en cours de match. Il se passe un événement, un de vos adjoints vous donne une information, et là, il faut être capable de décider tout de suite. Réactivité aussi.
Ouais, il faut être capable de décider en fonction de toute la somme d'informations qu'on dit qu'on a constituées auparavant. Et il faut aussi être capable de temps en temps de le suivre, mais de temps en temps de sentir un coup et de pas de pas suivre en fait peut-être toutes les infos qu'on a eues. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la qualité des grands entraîneurs des niveaux internationaux. Ouais, faut que dans sa tête, ça réagisse très très vite et qu'on analyse toutes les informations d'un seul coup, hein. Mais ça, c'est une gymnastique qu'il faut pratiquer, c'est un entraînement, c'est aussi, le coach doit s'entraîner, non, aussi? C'est un vrai métier. Ouais, Et c'est ça. c'est un vrai métier. Pour ça que on se rend pas compte, mais la fraîcheur est hyper importante. Et, et le staff, dans ce sens-là, le travail en staff, la façon de bosser avec eux, les responsabilités de chacun, euh, doit aussi permettre au coach numéro un de garder une part de fraîcheur. Parce que ce qu'on lui demande au final, c'est manager des talents, joueurs ou staff. Donc ça, c'est le travail de la semaine. Mais on lui demande surtout de prendre les bonnes décisions pour être performant. Et dans n'importe quel métier, pour prendre les bonnes décisions pour être performant, parce qu'on a un métier de résultat, il faut être frais. Il faut être frais, Eh oui. il faut être détendu, il faut être capable voilà, de prendre la bonne décision au bon moment. C'est très intéressant. J'ai vu vous enseignez aussi vous avez enseigné à la fac des sports à Bordeaux, c'est ça, dans le management du sport? C'est ça aussi? Ouais, dans le Ouais. management du sport et dans l'enseignement de la pratique football auprès des futurs professeurs de PS. D'accord. Ça, c'était ma vie d'avant, ça. Très bien. Non, mais c'est intéressant de voir ça dans votre parcours. On va maintenant parler un petit peu juste du sport du football en Gironde, puisque vous avez entraîné deux clubs de Gironde, hein, je l'ai dit précédemment. Qu'est-ce que vous pensez du foot en Gironde, du fonctionnement des clubs phares, Libourne, Stade Bordelais, FC Bas, Lège Cap Ferré, les Girondins? Quel est votre regard sur le football girondin? Mais le foot girondin, pour y avoir longtemps travaillé, c'est un foot qui reste avec peu de moyens par rapport à ce qui peut être fait dans d'autres régions, même au niveau amateur, et un faible niveau de structuration. Donc, il oblige tous les acteurs locaux à beaucoup d'efforts, encore une fois, de polyvalence et beaucoup de travail pour se mettre au niveau. On est un peu les parents pauvres du foot amateur par rapport à la Bretagne, à la région lyonnaise, la région parisienne, même PACA. Et voilà, quand on veut voir du foot de bon niveau en Gironde, faut souvent faire pas mal de kilomètres. Donc c'est dommage. Moi j'ai œuvré et j'aimerais œuvrer encore pendant longtemps à ce développement-là, mais on n'est pas, par rapport au rugby par exemple, on attire, on attire moins de monde. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la vision. On a l'impression que ça a du mal à décoller. Vous avez On décolle chaque fois qu'il y a des bons résultats. Il y a du monde dans les stades, il y a pas de souci. Mais quand les résultats sont un petit peu plus compliqués, on se retrouve vite tout seul. Et vous avez connu en plus le football en Corse, hein, pour avoir entraîné à Borgo, avec une densité de clubs de haut niveau très importante sur l'île de Beauté. Ça, vous pouvez faire la comparaison. C'est quoi la différence en Alors, Corse par rapport à la Gironde, par exemple, au niveau la football? passion, Eh oui. Eh oui. la passion. Et il n'y a pas de concurrence d'autres sports. Il n'y a pas de rugby ou très peu. Il n'y a pas de volley, il n'y a pas de handball, il n'y a pas de basket. Il y a du foot. Tout le monde les gens jouent au foot, les filles jouent au foot, les garçons jouent au foot. Quand il y a des matchs de jeunes le week-end, il y a tout le village qui vient. Et voilà, la passion, la passion, elle est pour le foot. Et comme il y a aussi, même pour leur faciliter l'accès vers les niveaux nationaux, il y a c'est un département. Et du coup, il y a la R1, il y a tout le temps un ou deux clubs corse. Il y a toujours un club corse qui monte en N3. Donc, ils ont déjà une base de joueurs N3 assez importante. Vous êtes natif de Bordeaux, je l'ai dit au début de l'entretien. Quel est votre rapport aux Girondins, à ce club? J'aime bien rappeler que je fais partie de ceux qui ont dormi devant le stade pour avoir des places pour Bordeaux-Milan AC dans les années 90. Ah, très bien. J'étais au stade pour le match. Ouais, j'y étais aussi et j'avais dormi devant le stade pour avoir les places. Ouais. Donc, ouais, c'est un club c'est le club de ma région, c'est un club pour lequel j'ai fait des kilomètres.
fait des nuits blanches et que j'aime beaucoup. Ouais, j'avais entendu dans un autre podcast auquel vous avez participé que vous aviez été aussi, vous aviez assisté à Bordeaux Juventus aussi. Non, Bordeaux Non? Juventus, j'étais trop petit. Non, Non, vous n'étiez pas? c'est pas D'accord, moi. ok, c'est Non, pas c'est vous. pas moi. Bon, ok, donc Je c'était. l'ai revu, j'ai des amis qui m'en parlent beaucoup de ce Ouais, match-là. ouais, J'ai l'impression qu'il y a deux grands caps dans l'histoire des Girondins de Bordeaux au niveau européen, c'est le Bordeaux Juventus et le Bordeaux Milan AC. c'est vrai. Lorsqu'on est entraîneur professionnel, on a une approche du jeu, une approche de la tactique. Est-ce que, et ça va m'amener à Albert Hira et à David Guillon, est-ce que quand on arrive dans un club, on doit adapter le jeu à l'identité du club et comment on fait? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Dans l'optique Girondin de Bordeaux, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est, moi j'ai coutume de dire que la réussite, la réussite d'un projet, c'est la relation que peut avoir un entraîneur avec sa hiérarchie, c'est-à-dire son président, et que la force du projet, la locomotive du projet, c'est cette relation de binôme ou de trinôme quand il y a un directeur sportif, c'est comment on fait les choses, ce qu'on se dit, comment on s'organise et qu'on avance main dans la main. Là, sur le projet Girondin, il y a quand même des questions sur la pérennité de la gouvernance qu'on vient de ce projet qui fragilise un petit peu le truc. Et avant de parler de David Guillon ou d'Albert Hira, c'est quel est le projet, quelle est la définition du projet qu'on met derrière les Girondins de Bordeaux actuellement, parce qu'on veut une équipe ambitieuse pour remonter, mais il y a des cadres qui sont vendus. Ça permet pas non plus de s'autoriser des erreurs de recrutement. On veut aussi des jeunes au cœur du projet, mais on supporte pas, comme dernièrement, là, on supporte pas quand ils ratent. On a l'impression qu'on veut un peu juste les montrer pour les vendre et qui sont là comme. J'ai pas souvenir d'une époque où il y avait un vrai projet de formation girondin. Donc là, ils sont un peu là par contrainte financière et un projet, ça s'improvise pas. Donc avant de rentrer sur les coachs, il y a quand même il y a toutes ces dimensions-là qui sont importantes et qu'il faut clarifier. Et une fois qu'elles seront claires, il y a plus de chances de choisir le bon coach, et il y a plus de chances d'avancer dans le projet. Ça veut dire que pour un coach, quand il arrive aujourd'hui à Bordeaux, avec les conditions que vous avez décrites, c'est risqué. Parce que le coach, il arrive et on ne sait pas quel projet lui a été vendu, entre guillemets. Et c'est plutôt risqué parce que quand le projet n'est pas clairement défini pour un coach. Ouais, mais quand les Girondins de Bordeaux arrivent, c'est difficile de le refuser aussi. Oui. Comme c'est difficile des fois pour un coach peut aussi savoir que dans son système de performance, il a besoin je sais pas, de tel staff, de telle personne dans son staff, de tel adjoint, et de venir, je sais pas, à deux ou trois, enfin, en dire plus, mais de 2 ou 3 pour s'assurer que sa méthode de travail, sera mise en place et la façon dont il veut travailler. Et si les dirigeants lui disent, ouais, mais si tu viens, c'est tout seul, mais tout dépend qui est le coach. Albert Hira, il arrive de Slovénie, c'est quand même un jeune coach, c'est une sacrée promotion. C'est difficile de refuser les Girondins de Bordeaux. Et il arrivait, donc il est arrivé en remplacement de David Guillon, et il arrivait avec des discours très marqués sur ses attentes sur le jeu. Que pensez-vous de son approche du jeu et de son évolution en 3 mois dans son travail? Il faut faire un petit... je pense qu'il faut faire un petit... Bon, déjà, on ne tire pas sur l'ambulance par rapport à la saison. Je pense qu'ils ont surtout besoin, c'est de soutien. Et il faut toujours penser que c'est toujours possible de monter, même cette année, si s'ils arrivent à créer une dynamique et sont capables d'aller arracher les barrages, enfin les playoffs de montée, et ils sont capables encore de le faire. Donc, c'est important qu'ils sentent le soutien. Après, la situation dans laquelle se retrouve Albert Hira, elle est aussi due à ce qui s'est passé avant. Je pense que la fin de saison passée a laissé des traces et que David Guillon est tombé par rapport à, parce qu'on fait un métier de résultat par rapport à ses résultats, mais on voyait aussi une forme d'usure dans sa com, dans sa posture, dans sa gestion des matchs. Je pense que l'issue de la saison dernière, la façon dont ça s'est passé, a laissé beaucoup de traces dans le club et que ça a été difficile de repartir. Maintenant, pour répondre à la question sur Albert Hira, pour le moment, il fait pas beaucoup mieux que
sur le plan des résultats purs, il fait pas beaucoup mieux que David Guillon. Après, de l'extérieur, moi, ce que je me pose la question, c'est la question du diagnostic. Est-ce que il avait bien diagnostiqué le niveau des joueurs, le niveau du championnat, le niveau des adversaires? C'est quand on veut construire, et puis il avait un discours qui a suscité beaucoup d'enthousiasme et on avait envie de le suivre, quoi, dans ce qu'il mettait en avant dans ses interviews et dans ce qu'il disait vouloir faire. Maintenant, quand on veut construire, moi je suis très terrien, mais quand on veut construire, d'abord on va à l'essentiel et après on ajoute pierre par pierre et on développe son projet. Là, moi j'ai un petit peu l'impression que il a fait l'inverse. Il a commencé par le toit et qu'aujourd'hui il se retrouve dans une situation d'urgence et que c'est plus difficile de répondre à la pression et de répondre aux attentes quand on a commencé par le toit, alors que je pense que tout le monde avait besoin de savoir où il va aller et d'aller sur des points plus essentiels. Il parle beaucoup de possession, Albert Lira, dans son discours, dans son approche du jeu. Il dit il faut avoir la balle parce que quand on a la balle, l'adversaire l'a pas. Donc c'est plus facile pour gagner des matchs. Est-ce que la possession, c'est bien jouer au foot? Est-ce qu'avoir J'ai essayé de répondre à ça au début. Bien jouer au foot, c'est faire ce que je demande. Oui. Donc ça dépend. Ouais. Alors c'est sûr, quand on a le ballon, on peut être un entraîneur de possession et c'est important d'avoir des convictions. Et je trouve ça très bien d'avoir la possession et de dire qu'au moins l'adversaire l'a pas. Mais il faut pas que ce soit une possession stérile. Je pense que les Girondins, il me semble, on va vérifier les datas, mais en possession, en effet, ils sont là. Ils sont là aussi en expected goal. Mais je pense que dans les situations, dans les 30 derniers mètres, ils doivent pas être dans les niveaux de data qu'ils veulent atteindre. Donc, il y a forcément des points à régler à l'entraînement pour y arriver. Maintenant, je pense que le principal problème des Girondins, ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème de définition du projet. Et par rapport à Albert Lira, puisque c'est la question vers laquelle vous voulez aussi m'emmener, c'est un problème, pour moi, c'est un problème d'alignement entre ce qu'il dit et ce que tous les gens voient. C'est-à-dire qu'on avait très très envie ça crée une incompréhension alors que tout le monde voulait les suivre. Et moi j'aime quand on dit les choses comme elles sont, sans surpositivisme ou sans angélisme. Et de temps en temps, quand je crois que c'est récemment, on entend des phrases comme je suis le responsable, mais je connais le problème et je protège les joueurs. Et à partir du moment où il dit je protège les joueurs, en fait on les protège pas puisqu'on met le problème sur eux. Et je pense que c'est où les soucis qu'il a eu avec différents coachs comme le coach Bastier, où ça a tourné à de multiples échanges semaine après semaine. Je pense que ce souci d'alignement est difficilement acceptable pour la plupart des gens qui, encore une fois, veulent suivre le projet. Quand je vois le Virage Sud encore toutes les semaines derrière son équipe, tout le monde veut suivre l'équipe. Et tout le monde veut que tout le monde soit aligné et que ce qu'on dit, on le fait, quoi. Comment on peut redonner confiance aux joueurs quand on est coach? Qu'est-ce qu'on met en place? Vous, qu'est-ce que vous avez pu avoir à mettre en place dans vos expériences pour redonner confiance à un effectif, à des joueurs, pour qu'ils tentent, qu'ils jouent vers l'avant, qu'ils n'aient pas peur de dribbler ou de prendre des risques? C'est encore une fois, ça, je vais parler de ma méthode. Oui. J'ai pas d'exemple par rapport aux autres coachs, mais moi, par rapport à ma méthode de travail, ce que je veux mettre en place, c'est déjà d'être la légitimité, on la tire par l'exemplarité. Et l'alignement entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce que je m'applique au quotidien à faire. Et après, la liberté, les joueurs, pour se lâcher, ils ont besoin de se sentir en confiance, ils ont besoin de se sentir en liberté. Et la liberté et la confiance, on la crée au quotidien. Et pour moi, là, ça passe d'abord par un cadre fort à l'entraînement, parce que le cadre, on peut dire que c'est sclérosant, mais le cadre, c'est surtout c'est aussi rassurant. Quand vous avez un cadre dans n'importe quelle entreprise qui est fort, vous êtes aussi rassuré, et être rassuré, ça
ça aide à être confiant et après ça passe par le travail au quotidien. Pour moi, la multiplication des séances en petits groupes, la multiplication de spécifiques, c'est des moments où on crée aussi de la confiance puisqu'on est en petits groupes, où il y a une relation plus individuelle avec chacun des joueurs. Et dans ce sens-là, le staff a une place importante. Et après, c'est le plan de jeu. Les joueurs ont besoin pour moi de repères. Et le plan de jeu, le fait d'avoir un plan de jeu dans lequel il y a de la continuité, dans lequel on ne change pas toutes les semaines, dans lequel on peut avancer encore une fois sur un cadre rassurant, ben, ça aide à la performance. Quand on est coach de Manchester City joue oui. tout le temps de la même façon, quel que soit l'adversaire. Alors bien sûr avec des grands joueurs, mais Aston Villa fait toujours pareil. Il y a plein de clubs même performants. Auxerre, on s'attend toujours à la même chose. Pourtant ça gagne. Il y a plein d'exemples. Pour moi, c'est encore une fois l'alignement et la continuité dans ce qu'on prône qui fait qu'un projet prend et qu'un projet évolue. Donc vous êtes supporter des Girondins, vous êtes entraîneur professionnel. Est-ce qu'il y a une identité de jeu à Bordeaux qu'il faut mettre en place pour être en phase avec l'environnement, l'identité du club, selon vous? Ce qui est surtout important, c'est parce que de temps en temps, dans l'évolution du foot actuel, avec l'arrivée de tous ces nouveaux propriétaires qui sont plus des Louis Nicolin ou des gars du tiroir, on a plus affaire à des fonds de pension, à des États ou à d'autres types d'actionnaires principaux. Il y a la notion de territoire pour moi qui est ultra importante et les gens ont besoin de s'identifier à leur club et pour s'identifier à leur club, ils ont aussi besoin d'avoir des gars du coin. Alors je sais que les Girondins travaillent à ça et que le centre va de plus en plus vers ça, mais pour moi c'est essentiel. Il n'y a pas, vous savez, dans un effectif, il y a voir toutes les stats, mais il y a plutôt 16 utiles, c'est-à-dire qu'il y a 16 joueurs ou 17 joueurs qui se partagent 80 ou 90% des temps de jeu. Et après, tous les joueurs qu'il y a derrière, on doit être capable, aux Girondins de Bordeaux, de former des joueurs locaux, qui donnent une identité de territoire et qui donnent aux fans de quoi les soutenir. Puis si vous regardez dans l'histoire des Girondins de Bordeaux, tous les grands joueurs qui ont compté former au club, il y a beaucoup d'Aquitains. Deux questions encore, Alexandre. Dans l'exercice de votre métier, quelles sont vos sources d'inspiration? Très honnêtement, beaucoup de lectures, beaucoup de moments aussi sur Internet, quels que soient les réseaux, à chercher des sources d'inspiration. Et après, il y a des coachs. J'aime bien. Je suis pas fan du foot à la télé pour voir des matchs, mais j'essaye d'y prendre. Il y a toujours des coachs qui apportent quelque chose. De Zerbi récemment a dit des choses. Moi, je trouve que Emery, cette année à Aston Villa, fait des choses folles dans son adaptation à l'adversaire. Ce que peut proposer le projet toulousain et cette data orientation est super intéressante aussi. Ce que fait Marcelo Bielsa et ce qu'il je pense va faire avec l'Uruguay, très excitant. Ce que peut faire D'Alessio en Italie. Il y a des choses à prendre de tout le monde. Donc les sources d'inspiration, elles sont diverses et puis elles arrivent aussi parfois d'autres univers. Là, je suis en train de lire un bouquin de Bigrel sur la performance qui est fantastique. Donc, il y a plein de sources d'inspiration. Quel est l'auteur de ce bouquin, vous avez dit? Bigrel. D'accord, très bien. Alors, si vous avez 2 minutes, je peux vous donner, je dois l'avoir par là. Ah oui, le titre, comme ça, je le mettrai en référence, ceux qui nous écoutent, et puis ceux qui vont lire l'interview, je mettrai en référence le titre de l'ouvrage. Alors, François Bigrel, la performance humaine à la recherche du sens. Dernière question, c'est plus général sur le football. Sur les 5 changements autorisés, est-ce que vous trouvez que les entraîneurs ils exploitent bien cette solution? Alors, je ne vous demande pas de juger, mais qu'en pensez-vous? On a l'impression qu'il n'y a pas de folies qui sont faites. Hein. J'ai le sentiment, ça reste toujours très... Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de folie. C'est vrai. Il faudrait voir... je me renseignerai aussi là-dessus. J'essaierai de creuser un peu parce que j'ai pas une analyse très
très précis sur ce point-là. C'est vrai qu'on a l'impression que ça change à la 60e, ça change après à la 80e, et que ça apporte de gros changements tactiques. Il y a quelques années, même si les 5 changements devraient permettre aussi à ça, il y a quelques années, il y avait des propositions. C'est le cas ça fait longtemps maintenant, le livre blanc de la Fédé, où il y avait des coachs qui proposaient des idées d'évolution. Et après, dans tous les teams, à l'époque, qui proposaient d'avoir le droit, en plus des 3 changements, d'avoir le droit de faire 2 ou 3 changements à la mi-temps. Ouais. Et je trouvais que c'est une idée intéressante, ces quelques changements à la mi-temps, parce que ça peut changer complètement le profil d'une équipe. Ça ne rentrait pas en compte dans les changements en jeu, et ça pouvait vraiment amener une coloration différente au projet que l'équipe peut avoir sur une deuxième mi-temps. Je trouvais que c'est une idée intéressante et à creuser. Et dans ce cadre-là, des changements, oui, on peut peut-être dire qu'il n'y a pas assez on sent pas assez d'évolution, même si quand je vois Le Havre jouer, ils essaient de produire, et les changements qu'ils font avec Lucas Eisner et Serge Costa, on sent quand même qu'il y a aussi une volonté d'aller dans ce sens-là et d'apporter des vrais changements et une vraie couleur d'équipe en fonction du score du match. Vous étiez sur le banc pour le premier match de la saison de Ligue 2, puisque vous étiez adjoint du coach Nicolas Ouzaï à Pau. Vous étiez sur le banc pour la réception de ouais. Oui, j'étais là. Je faisais la relation entre le coach et la vidéo. Très bien. Bon, parce que pour Bordeaux, ça avait été un peu... Pour nous, ça a été beaucoup mieux, parce qu'on remporte le match 3-0, en faisant un beau match. Maintenant, encore une fois, le foot, c'est être capable de saisir les opportunités quand elles se présentent. Et avant le but magnifique d'Henri Cévé, où il marque de 25 mètres, il y a un magnifique but. Les Girondins de Bordeaux ont une énorme occasion qui ne concrétise pas. Si l'opportunité avait été saisie par les Girondins, le match aurait certainement été différent. Et la dynamique qui est créée derrière est différente. Oui, puisque David Guillon revoit un peu tous ses plans suite à ce match. Oui, exactement. Exactement. Alors que c'est un moment où nous, de l'extérieur, on voyait qu'il y a quand même des gros noms qui venaient d'arriver, les Westbeck, les Livolan, même Bitpotnik qui était annoncé très, très, très fort. Et je pense que encore une fois, dans ce moment-là, on a besoin de continuité. Maintenant, je pense que la fin de saison dernière a été éprouvante pour tous les Girondins, et là encore, ils ont besoin de beaucoup de soutien, parce que c'est notre club malgré tout. Moi, je serais ravi à terme de participer à un projet de redynamisation sur la logique du tout approuvé, d'y aller. C'est un rêve, c'est un de mes objectifs. Mais là, en ce moment, ils ont besoin de beaucoup de soutien. Le club dans son ensemble. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, Alexandre ? Trouver un projet dans un club pro dans lequel je puisse m'épanouir et montrer que je suis capable de réussir sur la base de mes convictions. Eh bien, super. Je vous le souhaite. Merci beaucoup pour cet échange, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, le podcast que vous écoutez est terminé. Soutenez Web Girondin en devenant sociaux. C'est nous permettre de continuer à vous proposer des contenus toujours plus enrichissants pour décrypter l'actualité des Marinés Blancs. Devenez sociaux. À bientôt.